Ça va mec? Salut. Et toi? Ouais, nickel. Merci d'être venu. Hein. Bah merci à toi de m'inviter. Je suis ravi d'être là. Alors La Relève, c'est l'émission dans laquelle en fait on essaye de mettre en avant les entrepreneurs sociaux. Ouais. Et ce qui va se passer, là tu vois, on est à Station F, mais je vais t'amener dans 4-5 endroits de Paris qu'on a sélectionnés dans le 13e. Et on va parler du projet Panafrica. Et est-ce que tu peux me pitcher Panafrica en une minute? Bah, Panafrica, c'est une marque de basket qu'on a créée il y a 2 ans. Et l'idée, c'était de créer des baskets colorées avec un style affirmé et de faire les choses bien, tout simplement. Donc en même temps, de développer tout un projet responsable, tant en termes d'achat des matières auprès de petits producteurs, que de production, que de redistribution de certains de nos bénéfices en faveur de l'éducation, de la formation professionnelle. Donc c'est vraiment ça l'idée, quoi, créer des baskets pour les jeunes urbains comme nous et qui ont envie un peu de se démarquer avec une paire de baskets qui a vraiment une histoire aussi différente et un engagement différent. Et voilà pourquoi on a créé Panafrica. Là, voilà, on est au Débonnaire, c'est un peu notre cantine, tout ça. Parce que je sais que Hugues, ton cofondateur, c'est un pote à toi. Et je me dis tout le temps que les idées un peu de boîte, ça peut se créer autour d'un verre, autour d'un café où tu discutes. Ouais, c'est vrai. C'est ce qui s'est passé pour vous ou pas? Ouais, nous, c'est ce qui s'est passé. C'était pas pas vrai. dans un café, mais c'était au bord d'une plage, tu vois, avec une petite bouteille de vin. Hugues habitait en Afrique quand on a lancé le projet, quoi. Il a bossé pour une start-up là-bas. Un jour, on s'est retrouvés pendant les vacances, il était rentré avec des tissus wax qui sont sur nos chaussures. Et on était en train de rêver au bord d'une plage. On était tous les deux dans d'autres boulots. On avait envie un peu de... Tu vois, c'était le moment où on tournait un peu en rond. On avait envie un peu de donner un peu plus de sens à ce qu'on faisait, etc. Tu faisais quoi toi? Moi, j'ai travaillé dans l'urbanisme avant, la promotion immobilière, donc un truc qui n'a rien à voir. Et comment tu t'es dit, je suis pas designer, mais je me lance, j'ose en fait dessiner mes propres chaussures. À un moment, en fait, tu te dis, tu as un truc qui te tient à cœur et que tu n'as pas envie que ça reste simplement dans ton esprit et que ça ne naisse jamais, tu vois. On s'est dit, tiens, on a une idée. On a dessiné les premiers modèles, c'est plutôt cool. C'est toi qui as fait les premières esquisses Ouais, de Panafrica? ouais, parce que moi, je dessine un petit peu et tout. Et c'est vrai qu'au début, forcément, on n'était pas forcément accompagné par des stylistes, etc. C'est moi qui ai commencé à faire les premiers coups de crayon, quoi, mais vraiment de manière modeste. Hein. Ouais, Ça n'enlève mais pas c'est grand-chose, mais... justement. Ça, c'est la question piège. Non, mais au début, nous, l'idée quand on a créé une paire de Panafrica, c'était de se dire comment on arrive à créer une basket assez cool, si tu veux, assez urbaine, mais qui soit pas trop sport non plus, tu vois. Donc du coup, on est tout de suite parti sur des lignes assez simples quand on l'a dessiné. Et alors là, j'ai fait le bout un peu court. On est parti sur des lignes assez simples parce qu'on voulait un truc, tu vois, assez casual. Là, on s'est dit, ouais, on va mettre le tissu, tu vois, d'un côté ou de l'autre. On va faire varier les matières. Et c'est comme ça que c'est parti, en fait. Et on était vraiment en mode projet, tu vois. Donc le dessin, il ressemblait à rien et tout. Mais il faut que tu saches que la première fois qu'on est allé à l'usine, on est allé avec un dessin comme ça, tu vois. Alors voilà, là, on va faire ça, là, on va faire ça et tout. Les mecs nous ont regardés. Ils étaient, non, Là, il y avait écrit les mecs, wax. Ouais, genre là, tu marques wax. Là, tu marques, je sais pas, en peigne, toile coton. Donc vos chaussures, c'est de la toile cirée, donc la toile wax, Ouais. c'est ça, c'est de la toile Ouais, cirée. ouais. Je me suis rendu compte que le wax, ça vient pas d'Afrique. Finalement, c'est un truc qui est un emblème un petit peu de la mode africaine. Et en fait, ça vient de l'île de Java. Ouais, bah, tu t'es bien renseigné en fait, le wax, mais c'est ça qui est assez fascinant, moi je trouve, c'est que c'est un tissu qui est plein d'histoires, tu vois, qui a voyagé de continent en continent. Et en fait, c'est effectivement les Hollandais qui se sont inspirés du batik javanais, qui l'ont importé en Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, une des principales usines qui produit le wax au monde, c'est en Hollande. Après, tu as beaucoup d'usines qui fabriquent aussi en Chine du wax, tu vois, avec un peu de moins bonne qualité, on va dire, et qui est revendu ensuite sur les marchés africains à des prix bien inférieurs et qui abîme un petit peu, si tu veux, toutes les entreprises qui produisaient le wax, parce qu'il y avait aussi des producteurs de wax en Afrique de l'Ouest, mais c'est pas un tissu africain à proprement parler, tu vois. Par contre, c'est un tissu symbolique de l'Afrique. Nous, quand on a monté la marque, on s'est dit, bah, c'est pas possible de s'appeler Panafrica, de faire les choses bien, d'avoir un projet éthique, etc. Et puis d'aller acheter notre wax en Chine, tu vois. Donc aujourd'hui, notre wax est principalement acheté auprès d'un partenaire en Côte d'Ivoire qui produit à Abidjan.
dans la zone de l'Afrique de l'Ouest. Et Voilà. vous allez vraiment rester sur cette identité d'être simple, d'être. Vous On avez est, un petit peu envie de faire des folies en termes de. Aujourd'hui, on est en train de développer de nouvelles choses, de nouveaux modèles, même des modèles sans wax, avec un ancrage, avec une éthique vraiment Sans importante. Ouais, on est en train de faire c'est des le pari choses. là quand même. C'est le pari, mais en même temps, la vie c'est un pari. Tu vas entreprendre, c'est un pari. Et à un moment donné, il ne faut pas se faire peur non plus. Il ne faut pas te dire on se lance comme ça, donc on ne bouge pas parce que ça marche. Tu vois. Il faut sans cesse être dans la réflexion, tu vois, autour de ton projet. Qu'est-ce que tu dois proposer aux gens? Et quelqu'un qui porte une basket aujourd'hui tout en wax de Panafrica sera content aussi de se chausser demain avec une basket peut-être un peu plus simple, un peu plus estivale, en toile coton, avec une vraie éthique derrière, parce que pour le coup, ça c'est un mot d'ordre et c'est ce qui guide un peu tous nos choix. Et toujours avec bien sûr un petit twist Panafrica coloré, je te rassure. Bon, le dessin est super moche, mais bon, c'est pas. Parce que j'ai fait trop court la chaussure. Donc à ton avis, pourquoi je t'ai fait venir ici? Parce que c'est, je sais pas, un beau bâtiment. Ouais, c'est vrai qu'il y a ça. que- Et non, mais c'était un petit. Comment je pourrais Clin dire? d'œil. Ouais, un petit clin d'œil, exactement. Parce que vous avez surtout développé le programme Work for School. Et j'aimerais bien que tu m'en dises un peu plus sur ce programme-là. Pour chaque paire achetée par un client panafricain, il y a 10% des bénéfices qui sont reversés à des associations en Afrique de l'Ouest qui sont Je crois qu'il y en a implantées, une au Bénin, une au Cameroun, ouais. une au Burkina Faso, c'est ça? C'est ça. Et concrètement, on a développé des projets. Par exemple, au Bénin, en 2016, on a équipé plus de 2000 écoliers pour l'école en leur mettant des kits scolaires avec tout Il y a ce que quoi ça- dans un kit scolaire? Dans un kit scolaire, il y a tout ce qui permet à un élève, à un niveau matériel, on va dire, de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Donc un cahier, un stylo, un crayon, une gomme, une ardoise, etc. Et du coup, voilà, donc ça c'est un exemple. Après, on a un exemple aussi dans la scolarité au Cameroun avec une association qui s'appelle la Serge Betsen Academy. Ouais, c'est un joueur de rugby. Ouais, c'est un ancien joueur de rugby De qui Toulouse, nous a d'ailleurs. contactés. Ouais. Et l'idée pour lui, c'était vraiment de réinsérer des jeunes en difficulté en leur apprenant le rugby, les valeurs que ça véhicule et en leur offrant une formation scolaire. Et il y a un troisième partenariat qu'on a monté plus récemment avec une association qui s'appelle Africatis, qui est implantée au Burkina Faso. Et l'association forme des femmes au tissage et à la teinture du coton qui est produit localement au Burkina Faso. Et du coup, on a formé comme ça, on a aidé en tout cas à former une vingtaine de femmes. On y était il n'y a pas si longtemps que ça et tout, et c'est t'es hyper fier quoi, quand tu vois un petit peu les Tu retombées, m'étonnes. l'impact que ça peut avoir. Et on demande aux associations avec qui on signe un contrat de partenariat, il y a une des clauses dans le contrat, une clause entre guillemets, qui est de nous fournir tous les 6 mois un bilan complet des opérations qui ont été menées. Et tu me parlais un peu plus tôt de la charte éthique Ouais. que tu signes avec tes producteurs. Bah, ça, c'est de te dire à un moment donné, quand tu veux produire de la bonne manière et que tu vises à ce que les employés qui travaillent pour ta marque travaillent dans de bonnes conditions, entre guillemets, parce que ça reste des travails souvent difficiles, on reste dans quelque chose, de travail de machine, à répétition, etc. Donc c'est quoi qu'il arrive le milieu de la mode et de temps en temps quelque chose de difficile, tu vois, dans le travail. Mais comment tu arrives à rendre quelque chose de plus humain tu vois, dans tes relations. Et une charte éthique, en fait, c'est simplement un contrat qui va définir un petit peu les conditions de travail des employés en disant, par exemple, veiller au bon respect des conditions de travail. Donc je vais te donner quelques exemples, mais nous, l'usine avec laquelle on travaille, c'est des congés payés, c'est une couverture santé. C'est au Maroc. C'est au Maroc, là. Ouais, c'est ouais. au Maroc. Oui, parce que oui, effectivement, il faut préciser, après, on n'a pas tous Oui. le droit du travail n'est pas le même au Maroc ou en France. Mais là-bas, au Maroc, tu vas souvent dans des usines, il n'y a pas de congés payés, il n'y a pas de couverture santé, il y a plein de gens qui travaillent qui n'ont pas de contrat de travail. Et pourquoi vous avez fait le choix de ne pas produire en France? On a fait le choix, nous, on avait fait un choix, c'était de tout faire sur le continent africain. En Afrique aujourd'hui, il y a un pays qui est vraiment, si tu veux, spécialiste, on va dire, de la production de chaussures, c'est le Maroc. Parce que tu as déjà des usines qui restent des usines quand même familiales et on trouvait qu'ils avaient un vrai savoir-faire. Et du coup, on est allé au Maroc. En plus, on avait des achats de matières qui se faisaient en Afrique de l'Ouest, donc c'était plus simple pour les questions logistiques, de transport, etc. Et on est allé avec notre sac à dos. La première fois, on s'est dit, bon, on va au Coucou. Maroc, on va voir. Coucou, on Coucou, avait c'est toqué à des Panafrica. portes. Et c'était hyper dur au début parce qu'en fait, tu arrives, tu es entrepreneur, tu connais rien.
t'as un dessin de ta chaussure, genre en mode dessiné, tu vois, avec un bout de crayon, truc. Et t'es là, ouais, bonjour, on est Panafrica, la marque elle va être super dans 2 ans, mais là il faut nous faire confiance aujourd'hui pour produire. Donc on a eu pas mal de portes qui se sont fermées. Et en plus, oui, et en plus on veut pas faire les choses n'importe comment, parce que nous on est rentré dans des usines où tu vois, t'as le patron de l'usine, il y a des caméras partout, les mecs qui sont appelés, vas-y, bosse plus vite, truc et tout. Donc tu vois, on se sentait pas à l'aise dans ces usines-là. Et on s'est dit non, on ne peut pas bosser avec des mecs comme ça. Donc on est allé trouver on va dire plus, tu vois, des ateliers familiaux. Et donc c'est une vraie fierté, tu vois, de voir les gens, de voir dans l'usine, tu vois, des gens qui ont été embauchés grâce à toi, tu vois, grâce à ta croissance, grâce aux gens qui nous font confiance aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, parce que Panafrica est là grâce à nos clients. Mais c'est une vraie fierté, tu vois, de voir l'usine qui grossit, d'arriver dans une salle où à l'époque tu voyais les 3 paires de Panafrica avec d'autres marques, trucs, et là tu vois une salle Panafrica avec des cartons, tu vois, des pièces remplies de boîtes à chaussures et tout, donc ça c'est plutôt cool. Ouais. Ouais, à chaque fois qu'on y retourne, ça nous fait toujours un petit effet, tu vois. Il y a de quoi être fier. Et justement, comment est-ce qu'on garde cette conscience sociale d'impact de tout ça quand on a une croissance qui est exponentielle? Parce qu'en fait, là, vous en êtes là. Ouais, je pense que franchement c'est une question hyper intéressante parce que c'est peut-être pour nous aujourd'hui le truc le plus compliqué. C'est-à-dire que la moindre décision qu'on prend aujourd'hui, on réfléchit toujours d'abord aux autres, à nos partenaires, comment on arrive à construire un truc sain, comment, tu vois, je te donne un exemple, là on a de la toile coton qu'on n'arrive pas à sourcer en Afrique de l'Ouest auprès de producteurs, de plus petits producteurs, etc. On était à Abidjan, voilà, on est en train de mettre en place un partenariat pour acheter tout notre coton local, etc. Et ça, c'est des choses, tu vois, tous les jours. Et c'est des engagements à un moment donné, même financiers pour nous. C'est-à-dire qu'il y a des choses aujourd'hui, mais qu'on ne dit pas, tu vois, mais qu'on va payer 3-4 fois plus cher que si on le sourçait ailleurs, etc. Non, je vais dire, c'est même encore plus renforcé aujourd'hui. C'est ça qui est marrant, tu vois, c'est-à-dire quand tu démarres, tu as cet engagement-là et tu as envie de te tenir. Mais en fait, quand tu connais que tu es dans le concret, que tu vois les gens bosser et tout, tu as encore plus envie d'aller encore plus loin dans la démarche. Et genre, c'est limite, j'ai envie de dire, tu te prends au jeu. C'est-à-dire que tu vas toujours chercher à faire encore mieux et te dire, ok, ça on le fait, c'est cool. Parce que c'est vraiment ancré dans vos valeurs. Et je t'ai amené sur ce pont. C'est parce que comme tu vois, il fait des vagues. Ouais. Et nous, on dit souvent que l'entrepreneuriat, c'est fuck yes. T'as des jours où c'est des fuck, et puis un jour, c'est yes. Parce que tu as réussi à faire ton truc. Mais c'est ça qui est génial, tu vois. Et je pense qu'on se ferait chier si c'était toujours, tu vois, une ligne droite, là, qu'il n'y avait pas les vagues là, et que tout allait bien tout le temps, tu vois. Il y a toujours, franchement, tu as tous les jours, mais même dans une journée, tu vois, même de temps en temps, dans une heure, tu as des trucs. Des moments vas-y, alors, ton plus grand moment de joie à Panafrica? Bon, je pense, je vais pas être très original, hein, mais je pense qu'un des plus beaux moments, en tout cas, de joie et beaux moments, tu vois, émotionnellement, on va dire, c'est le jour où on a vu notre première chaussure sortir de l'usine. C'est-à-dire que tu passes d'un dessin et tu passes d'une idée à quelque chose de vraiment concret où tu as ton premier prototype qui ressemble à rien, hein. Mais toi tu le trouves super beau, tu le vois 2 ans après, tu as l'impression que c'est vraiment pourri, mais tu vois, tu prends dans la main ta chaussure, quoi. Et tu vois, et là tu es là, putain, tout le projet qu'on a imaginé, ça fait 6 mois qu'on bosse dessus, qu'on parle avec les mecs, qu'on est là comment produire, que tu fais des ajustements et tout, puis là tu as ton produit qui sort, là tu prends dans la main et tu te regardes avec un ciel et tu te dis waouh, c'est bon, on y arrive, tu vois, on le fait. C'était pas facile, mais on le fait. Maintenant, tu vois, genre ce plan-là, moi ça m'évoque genre l'avenir, le futur. C'est quoi l'avenir là pour Panafrica? Ça se passe comment? Nous, l'avenir déjà, c'est de croître. On a une grosse communauté qui nous suit, etc. Et on a toujours été vachement porté par ça, tu vois. Et quand tu es entrepreneur, tu as un peu le côté, la solitude de l'entrepreneur, c'est pas une légende, tu vois. Et que quand tu es suivi par 80 000 personnes qui disent ouais, vos produits c'est cool, votre histoire on adore, qui te portent, qui disent oui, mais mes chaussures la première année elles n'étaient pas top parce qu'il y a eu tel problème, mais j'aime ce que vous faites et je reviens vers vous et je suis un client fidèle. Ça, c'est des choses qui nous portent, tu vois, et on essaye de vachement le mettre en avant dans notre relation qu'on a avec notre communauté, notamment sur le développement de produits, interroger les gens, la transparence, tu vois, montrer un petit peu l'envers du décor aussi. Ouais, vous les amenez avec vous dans vos voyages en Afrique. Tu vois, moi je suis avec mon portable, le voyage en Afrique, on est dans les usines, je filme, les gens voient, ils réagissent vachement, ils sont super contents parce qu'en fait, il y a même des gens, tu vois, qui
n'imaginent pas ce que c'est Panafrica aujourd'hui. Tu vois, aujourd'hui, c'est des salariés, c'est quand même des volumes, on fait pas mal de Pour eux, choses. c'est encore Vulfran et Hugues. C'est ça, on est encore dans dans notre chambre en train de faire des trucs. Et quand tu entends, ils viennent au bureau, ils sont ah ouais, en fait, c'est grand. Et du coup, c'est marrant parce qu'en fait, c'est l'image que tu renvoies à un moment donné du truc un peu humain, familial. Tu vois, les équipes cool, qui prennent plaisir à bosser. À l'image de notre produit, ouais. Moi, je pense que c'est. Et c'est ça aussi l'importance pour nous, tu vois, c'est de ne pas être dans du fake, quoi, tu vois, c'est-à-dire de penser les choses de manière altruiste. Je pense que c'est ça le propre, c'est-à-dire comment tu crées quelque chose, comment tu arrives à mettre ce quelque chose au service aussi des autres et pas uniquement au service de toi-même. Que ça soit en interne, dehors, tes partenaires, etc., que chacun puisse, à son niveau, connaître les bénéfices de la réussite d'un projet, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le propre d'un entrepreneur social, quoi. C'est sûrement ce qui te rend le plus fier tous les matins quand tu te lèves ou le soir quand tu te couches, parce que tu te dis, bah, ma journée, j'ai eu un impact. On a eu un impact, tu vois. On a eu un impact à plein de niveaux. Et ça, c'est, je pense, le propre d'un entrepreneur social. Ouais.